Son chat du rabbin a fait le tour des époques, le tour du monde, le tour des civilisations, mais pensait-il un jour faire le tour d'un drame, des conséquences de ce drame, de la façon de se relever après le drame, de voir vers l'avant après ce drame. C'est pourtant l'ambition de son dernier ouvrage, Nous vivrons, inspiré du mot hébreu Chai. Ce drame, c'est le 7 octobre. Et cet auteur, c'est Johann Sfar, qui est avec nous aujourd'hui pendant une demi-heure. Bonjour Johann Sfar. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici dans un endroit très particulier, au cœur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, au sein d'une exposition, pas n'importe quelle exposition, c'est celle qui vous est consacrée. Alors avant d'évoquer votre ouvrage, dites-moi d'abord quelle impression vous avez lorsque vous êtes au cœur de cet endroit qui vous est dédié. Et derrière nous, on va voir d'ailleurs dans la demi-heure qui vient des passants. Compulser, regarder, observer vos œuvres. Avant tout, c'est un grand honneur. Avant d'être exposé, je suis visiteur du musée d'art et d'histoire du judaïsme depuis bientôt 30 ans. C'est un lieu qui met le judaïsme au cœur de la cité, au cœur de la polyphonie européenne. Et quand on est de culture juive, ça me paraît important d'être en mesure de dialoguer, même dans des temps aussi redoutables qu'aujourd'hui. Et ce musée a une fonction qui me paraît très salubre. Alors, Nous vivrons, c'est à la fois une sorte de commentaire de l'actualité au jour le jour depuis le 7 octobre, des relations entre les hommes depuis le 7 octobre, votre relation à vous, avec Israël, vos origines, vous parlez beaucoup de votre famille, avec le monde juif. C'est presque, je dirais, un travail journalistique. Moi qui ai lu beaucoup vos bandes dessinées, qui ai vu vos films, qui ai lu vos livres, j'ai l'impression d'avoir affaire à votre œuvre la plus vibrante, la plus personnelle. Alors je ne me permettrai pas de dire la meilleure, mais il y a de ça tout de même. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que vos œuvres traditionnelles, Johann Sfar. Alors je me prends ni pour un journaliste ni pour un historien, mais j'aimerais bien que les journalistes et les historiens utilisent mon livre. C'est-à-dire qu'après le 7 octobre, j'ai voulu faire une enquête sur l'état des Juifs aujourd'hui, en France d'abord et en Israël ensuite, et j'ai fait parler le plus grand nombre de Juifs possible pour qu'on puisse pas sortir de ce bouquin avec un cliché sur les Juifs. Et j'ai fait parler des gens qui ont des opinions très diverses, qui sont parfois perdus, qui sont dans des situations de vie parfois catastrophiques et parfois normales, mais ils sont anxieux. Et je voulais faire un portrait, non pas de mes coreligionnaires, parce que le judaïsme, pour moi, c'est pas seulement une religion, c'est aussi une culture, c'est aussi un peuple. Et j'ai voulu mettre ça contre les opinions, contre l'éditorialisation, en se disant, il y a des humains qui sont perdus dans un drame qui les dépasse, et comment est-ce qu'ils voient leur avenir. Mais cet ouvrage, ma question, c'était plus votre façon personnelle de travailler dessus. On a l'impression que c'est peut-être l'œuvre la plus personnelle que vous avez écrite avec vos tripes. Oui, c'est une synthèse de ce que je fais sans doute depuis 30 ans. C'est ce que j'ai appris chez Tintin Reporter et chez Corto Maltese aussi, c'est-à-dire utiliser un matériau de bande dessinée pour parler du réel. Et peut-être que là, sur près de 500 pages, ça rassemble des choses que j'apprends depuis 30 ans. Alors le réel, par exemple, page 32, voilà ce que vous écrivez. La plupart des Juifs du monde ne savent simplement pas où ils seront dans un an. Où que tu ailles, on te dira que ce n'est pas chez toi. Ta liberté consiste à choisir l'endroit où l'on va t'agresser. Terrible constat. C'est également votre position? C'est ce que l'on peut penser depuis le 7 octobre? C'est ce que je tente d'éviter, mais c'est ce qui nous menace. On sent qu'il y a une angoisse existentielle. Il y a aussi une difficulté à se projeter symboliquement dans l'espace où on se trouve, que ce soit au Proche-Orient ou en Europe. Et par exemple, on ne sait pas où mettre nos enfants à l'école. Je constate que beaucoup d'étudiants juifs n'osent plus aller en fac. On ne va pas leur taper dessus, mais on va les solliciter sur le conflit du Proche-Orient nuit et jour, et ça nuit à leur sérénité. Donc il y a un vrai souhait de renouer le débat avec la société où on se trouve, aussi bien en Europe qu'en Israël. Il y a une envie de se reprojeter symboliquement dans l'espace où on est et faire parler des humains de culture ou de religion juive. Le premier mot que m'ont dit la plupart des gens que j'ai interrogés, c'est « tu vas pas avoir le temps de m'écouter », parce qu'ils ont l'habitude de la brièveté des news. Et moi je dis oui, j'ai le temps, j'ai 450 pages. Et je me suis trouvé face à des gens qui développaient leur récit de vie, le récit de leur relation au judaïsme, à leur pays, au monde arabe. Et c'était passionnant parce qu'ils avaient le temps. Et j'ai entendu et j'ai noté dans ce livre des choses que j'ai entendues nulle part ailleurs. Alors, une grande partie de ce livre est consacrée aux personnes que vous avez interrogées ici à Paris, au gré de vos rendez-vous,
de vos rencontres. À un moment, vous parlez d'une rencontre avec Frédéric Ancel, où vous parlez géopolitique. Je pense qu'il sera heureux de se découvrir en croquis chez vous. Vous parlez également de l'ouverture ici, simplement de cette exposition il y a quelques mois. Et vous écrivez, alors ça s'est vraiment passé comme ça, certaines personnes qui sont venues vous voir en vous disant « Monsieur Sfar, c'est un scandale, je vais quitter cette exposition ». Et là, vous demandez pourquoi. Et là, la personne vous dit « Parce qu'on ne m'a pas fouillé ». On m'a Ça pas s'est vraiment assez passé fouillé. comme ça? Oui, ce sont deux petites dames juives très en colère. On les avait pas assez fouillées le soir de l'exposition. Donc la première moitié du livre, c'est en France, Et ensuite, c'est en la Israël. deuxième moitié, c'est en Israël. On parlera tout à l'heure de la partie en Voilà. Israël, parce que vous arrivez à la fois à parler au jour le jour de toutes les atrocités qu'on a découvertes après le 7 octobre, la découverte des corps, des meurtres, des viols. Tout cela, vous le faites à la fois en écrit et en dessin. C'est pour le coup un travail très audacieux. Je pense que c'est également une première au milieu de tous ces écrits que l'on voit depuis le 7 octobre. Mais il y a aussi la partie à Paris. Et tout cela réuni autour d'un titre. Le titre, c'est « Nous vivrons ». Alors, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants là-dessus, parce que c'est basé sur le mot hébreu « chai ». J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que vous êtes beaucoup arrêté sur ce mot. Et vous racontez d'ailleurs et vous dessinez que le mot « chai » compte énormément dans le récit juif, même dans le cinéma. Vous parlez du violon sur le toit, vous parlez d'Exodus. Sauf que vous l'avez traduit en « nous vivrons ». Ce qui est un cri revendicatif, ce qui ne veut pas dire forcément en français « chai ». « Chai », ça veut simplement Chai, dire c'est la la vie. vie. Exactement. Alors pourquoi nous vivrons? C'est une affirmation. C'est l'affirmation de la survie du judaïsme, à la fois en tant que peuple et en tant que discours, en tant que culture. Et il y a quelque chose de primal dans... Il n'y a pas une envie de revanche, il n'y a pas une envie de vengeance, il n'y a pas une envie de victoire, il y a une envie de survivre. Et singulièrement, les gens qui ne veulent pas de juifs au Proche-Orient nous donnent l'impression qu'ils n'en veulent pas ici non plus. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. D'ailleurs, votre sous-titre, c'est « Enquête sur l'avenir des juifs ». Oui. Mais vous ne précisez pas où, Johann Sfar. Non, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui... En France ou en Israël? Ouais, mais il y a aujourd'hui une grande noblesse à revendiquer la légitimité pour un juif de vivre où il veut et de s'inventer, parce que mon père, qui était un juif d'Algérie, à la fois très favorable au nationalisme arabe et très sioniste, pour lui, le but, c'était un jour de vivre en Israël. Bon, ma famille maternelle, qui était des rescapés de la Shoah par balle, mon grand-père, il disait, il n'y a pas de terre promise, même pas Israël, garde toujours tes valises prêtes. Lui pensait que rien marchait jamais et qu'un juif ne naissait jamais dans le même pays que son grand-père. Bon, dans ce contexte-là, on est bien obligé de réinventer une histoire des Juifs à chaque génération. On a eu peur récemment que la vie intellectuelle juive en France soit en sourdine. Je note depuis le 7 octobre un réveil vif, rageur d'étudiants juifs. Ce que fait l'UEJF est extraordinaire depuis le 7 octobre. Il y a une revue en ligne qui s'appelle La Revue K, à laquelle je suis très attaché parce qu'il y a beaucoup de jeunes universitaires qui s'investissent dans une réflexion sur ce que c'est que la voie juive en Europe, ce que c'est que la place des Juifs européens par rapport à Israël. Et en Israël, une question aussi, au-delà même de la guerre, un combat intérieur sur qu'est-ce que c'était le contrat civique, le contrat social qui a fait d'eux des Israéliens. Et ça me paraît très intéressant. Oui, parce que vous profitez de cet ouvrage pour envoyer de nombreux messages. On le voit bien, des messages. C'est pas les miens, ce sont les gens que je fais parler. Oui, mais vous aussi en les citant, parce que vous revenez à l'histoire de l'État d'Israël, la construction également du mouvement palestinien. C'est très politique aussi quand vous choisissez de rappeler les origines de Yasser Arafat, de rappeler l'amitié du grand moufti de Jérusalem avec Hitler, avec Himmler. C'est pas rien de les mettre dans une bande dessinée qui s'adresse au plus grand nombre, Johann Sfar. Oui, j'ai commencé... Je mets le doigt sur quelque chose d'important. C'est très important. Quand je suis arrivé à Paris en 1991, j'ai commencé des rencontres israélo-palestiniennes à Jussieu. Donc il y avait des jeunes Palestiniens, des jeunes Israéliens qui venaient. On était parfois en désaccord profond, mais il y avait une connaissance commune de l'histoire de la décolonisation, de l'histoire de la région, donc on parvenait à parler. Aujourd'hui, on a en France une telle méconnaissance et des Israéliens et des Palestiniens que souvent les militants répètent des slogans totalement inutiles. Et j'ai été frappé de constater qu'à Tel Aviv, le débat est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus vif, mais plus constructif, me semble-t-il, qu'en France. Donc à cet égard, oui, certaines bizarreries que disait mon père, je les aimais bien. Par exemple, il me disait la volonté farouche qu'ont eu les pays arabes de refuser l'existence d'Israël, c'était aussi une manière de refuser l'existence d'un État palestinien, puisque l'un et l'autre, l'existence de l'un est consubstantiellement liée à l'autre. C'est une évidence, mais elle ne saute pas aux yeux quand on ne connaît pas l'histoire de la région. Vous parlez de slogan, Johann Sfar. Que pensez-vous de ce slogan, justement, du fleuve à la mer, que l'on entend régulièrement désormais, dans des manifestations, dans des universités?
associé du Free Palestine. Moi, From the river to the sea, hein, c'est ce qu'on entend aux États-Unis. Moi, il me semble que militer, c'est s'informer, c'est ouvrir un livre, c'est échanger. Quand on en est réduit au slogan, c'est pas très intéressant. Ça mène nulle part, et c'est souvent un aveu d'ignorance bruyante. Mais c'est appelé à la mort d'Israël ? Ah bah évidemment. Mais le pire de tout, c'est que c'est parfois fait en toute inculture. Moi, je suis frappé par les jeunes gens qui répètent et qui croient que les Israéliens sont des Blancs européens qui sont arrivés au Proche-Orient en 1948 pour voler une terre qui n'était pas à eux. La réalité, c'est que 75% des Juifs d'Israël sont des Mizraïm, donc sont des Juifs orientaux. 2,5 millions d'Israéliens sont de religion musulmane. L'arrivée des Juifs sur ce territoire, d'abord, il y en a qui étaient là depuis toujours, mais l'arrivée de Juifs sur ce territoire, c'est le tournant du XXe siècle, c'est les pogroms en Russie, mais c'est aussi le réveil du nationalisme arabe sur les décombres de l'Empire ottoman et le début de massacres de Juifs dans tout le monde arabe. Mais ça, ce sont une autre évidence. 75% de la Palestine mandataire anglaise qui a été offerte à un prince saoudien et qui a donné la Jordanie. Je dis pas que c'est grave, je dis juste que quand on ne sait pas tout ça, on parle de n'importe quoi. Et ce qui m'a frappé aussi, et ce qui est nouveau depuis le 7 octobre, c'est l'identité et l'attitude des Arabes israéliens ou des Palestiniens israéliens, appelez-les comme vous voulez, qui, lors d'un sondage après le 7 octobre, se sont déclarés israéliens avant tout, de la même manière que des Juifs d'Israël peuvent me dire on est israélien avant d'être juif. Et j'ai vu une double, parce que j'ai parlé à des camarades arabes israéliens. Et on peut remarquer d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'émeute particulière de la part de la communauté arabe israélienne dans les territoires. Non, mais il peut ça dit aussi quelque chose. Mais il peut y avoir une rage silencieuse que j'ai entendue et dont je fais état dans le livre, qui dit mais nous, musulmans d'Israël, nous avons de la famille dans Tsahal, il y a des Bédouins qui ont fait partie des victimes, qui ont fait partie des otages, et quand il y a une alerte à la bombe à Tel Aviv et qu'on va dans un abri, on a peur de parler arabe parce qu'on a peur d'être mal regardé. Donc il y a un combat interne aussi à Israël, mais je le trouve très noble ce combat, il est très intéressant. Par rapport à ce qui se dit en France, et ce qui se fait aujourd'hui en France, notamment de la part de certains partis politiques, la France insoumise qui participe à des conférences sur, je cite, la Palestine, où l'on voit d'ailleurs des logos, où on voit en fait l'État d'Israël dans son entièreté. Et c'est censé être une conférence sur la Palestine. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui sur le comportement de ces hommes politiques-là ? Dans un contexte de plus 1000% d'augmentation des actes anti-juifs en France, c'est irresponsable parce qu'on met en danger les juifs de France et ça me met dans une situation déchirante parce que moi, ça fait 30 ans que je demande qu'il y ait davantage de voix palestiniennes dans le débat en France pour qu'on puisse parler du réel. Mais donc simplement, qui est irresponsable ? Jean-Luc Mélenchon ? Ce qui est irresponsable, bien entendu, c'est un grand parti politique français qui, à l'approche d'élections, espère gagner des voix en tapant sur les juifs, parce que c'est pas autre chose. Et il y a un double racisme derrière ça. Le premier, c'est de s'en prendre aux juifs, et le deuxième, c'est s'imaginer que l'électorat de culture musulmane serait anti-juif. Moi, je sais que je me fais incendier à chaque fois que je dis ça, mais je pense l'inverse. Tous mes amis de culture musulmane, je n'en ai pas perdu un seul depuis le 7 octobre. On continue à parler, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais il y a un tissu d'échange et de partage en France. Moi, ça fait 30 ans que je fais le chat du rabbin, que je dessine des juifs qui ont l'air arabes. Ça fait 30 ans que tout mon travail, c'est la fraternité, même face à l'absurde. Alors Marjane Satrapi me disait, tout un pays peut t'aimer, il suffit d'une personne pour t'agresser, c'est vrai, mais on ne va pas s'empêcher de respirer à cause de cette personne. Donc ce qui est contre-intuitif en ce moment, c'est à la fois de dire que les Juifs vivent un cauchemar en France, parce qu'il y a un danger perpétuel, il y a une angoisse perpétuelle, et que dans ce contexte-là, la fraternité et la discussion n'a pas disparu. Donc on ne peut pas dire l'un sans l'autre. Et donc on vit un cauchemar dans un territoire culturellement passionnant, et c'est la France. Et il y a vous, au milieu de tout ça, Johan Sfar. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellé, que vous écrivez, page 26, au détour d'un croquis. C'est quoi Israël pour moi ? Si je prends la parole dans les jours qui viennent, le soupçon de double allégeance pèsera sur moi. Un juif qui ne vilipende pas Israël est déjà un étranger aux yeux de beaucoup. C'est à ça que vous pensez quand vous intervenez dans certains médias ? Oui. Genre France Inter la semaine dernière ? Non, France Inter, j'étais très bien reçu. Je suis ravi qu'il y ait une radio publique en France. Je suis ravi qu'elle soit indépendante de la télé et je les aime beaucoup. Mais pour qu'il y ait du pluralisme, il faut qu'on parle de manière détendue. Et parfois, c'est le simple fait d'avoir une identité juive qui amène un soupçon. J'en veux pour preuve que le livre ne devait pas être aux éditions des Arènes au début, et l'éditeur qui était pressenti a dit, écoute, on veut bien le faire, mais s'il y a un caractère hébraïque sur la couverture, on ne pourra pas en imprimer beaucoup, parce que c'est conflictuel. Le problème, c'est qu'un chai, c'est pas israélien, c'est pas sioniste, c'est une lettre, c'est même pas religieux, c'est un gris-gris juif porte-bonheur. Donc si ça, c'est un problème, ça veut dire que c'est les voix juives qui posent problème. Vous voulez dire qu'à l'origine, votre ouvrage était destiné à un autre éditeur ?
Je veux dire qu'à l'origine, il aurait pu être chez un autre éditeur qui, avec la plus grande bienveillance, m'a dit écoute, on adorerait le faire et on va le faire, mais les représentants des premiers contacts avec les libraires nous disent qu'une lettre hébraïque en couverture, c'est un problème. Bon, l'ouvrage est épuisé après 24 heures en librairie, donc il me semble qu'on n'est pas dans un contexte aussi négatif. C'est tout de même très grave de penser ça. Ça veut dire que chez les éditeurs aujourd'hui, il y a une autocensure. Les gens se disent juif, dès qu'il y a un mot hébraïque sur la Bien couverture d'un livre, l'éditeur va hésiter à le publier. C'est pas une autocensure, c'est la crainte de la réalité du marché, la crainte du fait qu'une voix juive, ce soit un sujet conflictuel. Or si c'est l'existence de voix juives en Europe qui pose problème, là on a un souci immense. Vous m'étonnez, c'est vraiment un souci immense. D'ailleurs, vous l'écrivez, page 182, qu'on vous explique un ouvrage comme le vôtre sur l'identité juive en France posera problème dans de nombreux points de vente. C'est terrible. Et aujourd'hui, cet ouvrage, il va être réédité. Oui, il a été épuisé en 24 heures, donc on est assez content. Et moi, je refuse qu'on m'interdise de parler. Je crois à la bienveillance d'une majorité silencieuse. Simplement, cette majorité silencieuse, il est temps qu'elle arrête d'être silencieuse. Les silences qu'on a eus après le 7 octobre, ils ont glacé les sangs. Ils ont créé une scission profonde entre les Français de culture juive et les autres. Je me rappelle cette marche le 9 octobre, à la suite du massacre au Trocadéro. On n'était que des juifs. Il y avait peut-être quelques Iraniens, mais on n'était que des juifs. Et il y a une vieille dame à côté de moi qui avait un tout petit drapeau israélien. Et elle m'a dit, regarde, ils sont pas sur les balcons pour nous acclamer. Et les balcons se fermaient quand on passait. Et le bruit de ces fenêtres, je crois que je l'entendrai jusqu'à ma mort. Ça vous a blessé ? Ah bah oui. Ah bah oui. Et quand après, péniblement, un long mois après, une marche a été organisée contre l'antisémitisme, l'extrême gauche a dit qu'elle refusait d'y aller parce que l'extrême droite y était. Manque de bol, 2 ans avant, l'extrême gauche avait manifesté avec l'extrême droite contre les retraites. Donc le problème, c'était sans doute pas l'extrême droite. Et l'extrême gauche est allée manifester au Veldiv. Moi, mon sentiment, c'est que l'extrême gauche, c'est moi. Moi, mon sentiment, c'est qu'on est énormément d'être de culture de gauche, d'être profondément allé gauchiste depuis toujours. Vous êtes d'extrême gauche ? Moi, j'ai toujours voté communiste pour embêter mon père. Il est plus là, alors par hommage à mon papa, je continue à voter communiste. Mais simplement, on s'est fait... Vous votez communiste malgré leur position sur Israël aujourd'hui ? Bien sûr, j'étais communiste avant eux. Et simplement... Oui, mais vous leur donnez des points. Non. Donc vous les confortez dans leur choix. Non, je refuse de laisser libre l'espace. C'est de la même manière qu'à une certaine époque, on s'est dit on va pas se faire voler le drapeau français par l'extrême droite. Je refuse de me faire voler la gauche, la pensée de gauche, par des gens qui, à mes yeux, n'ont rien de gauche. Prôner le racisme, prôner la haine, prôner la bagarre entre les communautés en France. C'est pas un discours de gauche, c'est un discours sanguinaire et démagogique. Et en plus, qui leur rapporte pas de voix. En plus, ils sont en train d'être les fossoyeurs de la gauche. Donc, on est en train de voir le naufrage triste d'un vaisseau qui, je l'espère, ne représente pas la gauche française. Alors, Johann Sfar, nous sommes ici au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, au sein de l'exposition qui vous est consacrée. Et à quelques mètres d'ici, dans la bibliothèque de ce Musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a 15 jours, j'ai échangé avec Bernard-Henri Lévy, qui lui a écrit un ouvrage dont le titre est aussi évocateur, « Solitude d'Israël ». Vous partagez ce sentiment de solitude aujourd'hui ? Mais pas du tout. Mais pas du tout, parce que moi, il me semble que c'est un secret, mais le monde arabe adore Israël. Il me semble que les accords d'Abraham étaient en train de très bien se passer, et c'est sans doute pour ça que les mollahs iraniens ont suscité le carnage du 7 octobre. On a eu un miracle quasiment biblique il y a quelques jours. Il y a quelques jours, l'aviation jordanienne, les services saoudiens et d'autres alliés arabes ont protégé Israël d'un bombardement. On aurait dit ça à Golda Meir, elle aurait allumé des bougies. Donc je crois que le monde après, entier... vous entendez aussi ce que disent les Jordaniens. Ils sont intervenus parce qu'en fait, il y a des engins qui passaient sur leur ciel et ce n'était pas du tout pour défendre Israël. Bon, on sait très bien que c'est pas vrai. On sait très bien que c'est pas vrai et on sait très bien qu'il y a un intérêt dans toute la région à ce que la paix arrive et à ce qu'une solution pérenne soit trouvée. Moi, je fais partie, comme beaucoup, des orphelins des accords d'Oslo. C'est-à-dire que je me rappelle d'une époque où la paix était à quelques grains de sable de nous et je crois que la région entière en a besoin. La paix a besoin de ça, le monde a besoin de ça aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'après le 7 octobre, il est possible d'avoir une avancée avec les Palestiniens, par exemple ? C'est pas que je le pense, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Aucune population ne va exterminer l'autre, en tout cas je ne le souhaite pas. Et comme les gens ne vont pas s'envoler sur une autre planète, il va bien falloir que les uns et les autres survivent. Tout de même, rappelons une évidence, parce qu'on n'a pas l'air de s'en souvenir, la population palestinienne est la mieux alphabétisée et la plus capable professionnellement quasiment de tout le monde arabe. Et les gens qui ont été massacrés le 7 octobre, c'était ceux qui commerçaient et qui échangeaient le plus possible avec Gaza.
tandis que les habitants de Gaza n'allaient jamais en Égypte ou quasiment jamais. Donc on était dans un monde avant ces carnages où Israéliens... Oui, mais donc c'est le camp de la paix qui d'une certaine manière a été tué, Johan Sfar. Moi, je pense Puisque ce sont ces gens-là qui ont été massacrés. Moi, je pense qu'il n'y a pas de point final à une guerre ou à un conflit. Ce conflit n'existe pas depuis toujours. Il a commencé à la fin des grands empires. Il se terminera un jour. Et ce que j'ai vu en Israël, j'ai vu des soldats qui se battent la semaine et qui, dès qu'ils ont une permission, vont manifester contre le gouvernement. Alors, je rappelle, Johan Sfar, que ce dernier ouvrage, Nous vivrons, est une galerie de portraits. La première moitié des portraits en France, la seconde moitié des portraits en Israël, mais c'est fait, même si on parle d'un drame, parce que ce sont vos impressions après le 7 octobre, c'est fait avec une certaine dose d'humour juif. Je dois le dire. Je vais tous les citer un personnages exemple. sont juifs. Oui, mais alors je vais citer un exemple parce que c'est quand même incroyable. Page 230. Vous vous rendez dans le sud d'Israël. Donc on est dans l'endroit le plus atroce, évidemment, où l'on voit encore les carcasses de voitures, les kibbutz, où il y a encore les traces des atrocités. Et voilà ce que vous écrivez. Pardon, je souris, hein, mais il faut dire qu'il y a de quoi sourire. Quand les chars roulent sur le goudron ensuite, tu peux refaire la route. On vous dit quelqu'un, et là vous répondez, donc ce fut aussi, le 7 octobre, une tragédie pour la voirie. Mais ils ont... C'est de l'humour, hein, mais c'est particulier d'arriver à rire après ça. Ils ont tous un humour rageur en permanence. Je pense au comédien Itzik Cohen qui m'a dit « À cause du 7 octobre, j'ai été coincé 15 jours avec mon ex-femme dans un studio à Londres. Je ne pardonnerai jamais au Hamas. » Oui, voilà. Mais en tout cas, c'était une volonté qui était la vôtre. Peut-être faire passer les messages en mettant cette dose d'humour ma volonté, au travers de ce carnet qui est un véritable récit de Ouais, l'horreur. Ma volonté, c'est de rendre les personnages le plus vivants possible. Et quand ils font une blague, je fais une blague. Par exemple, j'arrive à Tel Aviv dans un hôtel où sont beaucoup de familles de réfugiés. Je suis seul dans le hall de l'hôtel avec ma valise et je vois arriver une nana qui a tous les plateaux de repas de sa famille, qui est en survêtement, enfin comme sont les... Ils disent pas les réfugiés, ils disent les déplacés. Et elle me tape sur l'épaule et elle me dit « T'as l'air perdu ». Et je lui dis « Regarde qui me cause ». Et là, ça l'a fait marrer, on a rigolé tous les deux. Et vous, aujourd'hui, au terme de ce livre enquête, est-ce que vous y voyez plus clair, Johan Sfar ? Parce qu'à le feuilleter, jour après jour, page après page, on voit que vous-même, vous avez été profondément décontenancé, déconcerté après le 7 octobre. Oui, je vais mieux, docteur, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vu et entendu en Israël des personnes extraordinaires qui veulent pas se laisser abattre et qui veulent se grandir dans tous les domaines, y compris le domaine de l'âme. Et en rentrant en France, je dois dire assez abattu, parce que Israël, c'est pas mon pays, donc je peux être observateur, je peux raconter. La France, c'est chez moi, ça fait 30 ans que je fais partie du dialogue intercommunautaire en France, et je rentre en me disant, il y a du boulot, et personne d'autre le fera à notre place. Donc je crois que la bonne volonté est immense en France. Il y a une grosse peur de dire des bêtises sur le Proche-Orient. Donc il est temps que les gens se sentent autorisés à ouvrir leur gueule, parce que si nous, on parle pas, il y aura en face des gens beaucoup plus malveillants qui vont parler. Qui doit ouvrir sa gueule ? La société civile. Qui ne le fait pas encore. La société civile, parce que, par exemple, on nous présente toujours le monde estudiantin comme clivant, polarisé, etc. Moi, à chaque fois que je fais des rencontres avec des étudiants, ça se passe très très bien. Donc, n'écoutons pas les leaders et suscitons des rencontres informelles, des rencontres, même mangeons. Je pense à ce comédien palestinien Hicham Suleiman qui organise des repas entre tout le monde. Bon, au moins, on mange sans s'entretuer, c'est vraiment très bien. Rien que ça, moi, comme ambition, ça me suffit. Oui, mais comment réagissez-vous quand vous voyez par exemple qu'un amphithéâtre à Sciences Po est renommé Amphigaza ? Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que ce soit interdit aux Juifs. Pour moi, ils peuvent faire toute la gîte propre qu'ils veulent, tant qu'on a le droit de venir et de parler. Ouais. Si on nous explique qu'on n'a pas le droit d'apporter un discours qui serait nuancé, qui serait surprenant, qui serait pas exactement ce qu'ils ont appris par cœur, alors ça m'ennuie. Donc, votre message, au fond, c'est on parle avec tout le monde, on dialogue avec tout le monde, mais le problème, c'est que peut-être en face, on n'a pas envie de dialoguer. Ben voilà. Mais moi, mon métier, c'est pas d'avoir les réponses. Moi, je suis portraitiste, je décris mon époque. Je préfère parler aux 900. C'est vrai, mais ce livre est très politique. Mais évidemment. Il est très très politique. Mais évidemment, mais c'est politique contre les certitudes. Moi, tout mon truc, c'est que je porte mon micro aux gens qui doutent, aux gens qui savent pas, aux gens qui sont anxieux. Les gens pétris de certitudes, d'abord en général, ils sont jamais allés là-bas, et ensuite, ils m'intéressent pas beaucoup. Ouais. Cette galerie de portraits, on voit toutes les réactions possibles, au fond, de Juifs tant en France qu'en Israël, après le massacre du 7 octobre. S'il fallait décrire une différence entre eux, quelle serait-elle ? Entre les portraits de gens que vous avez en France et les portraits de gens que vous avez en Israël?
Oui, c'est très différent. C'est très différent. Les Israéliens sont vraiment dans l'action. Il y a eu une espèce d'absence des instances étatiques israéliennes après les massacres. Donc la société civile s'est beaucoup mobilisée. Donc j'ai vu en Israël des gens qui sont dans l'action et qui n'ont pas le temps de s'angoisser d'une certaine façon. Et ils disent on devient fou, mais on agit. En France, il y a une angoisse presque à la Stefan Zweig, c'est-à-dire qu'on a peur de s'autodétruire. Et on ne sait pas quoi faire. Donc on est comme le lapin qui a les yeux dans les phares d'une voiture. Ça, en Israël, je l'ai ni vu ni entendu. En Israël, j'ai vu de l'action. Et parce qu'en France, on voit aussi le contexte. Vous avez fait par exemple un croquis qui rappelle ce qui s'est passé le 1er novembre dans le métro, où un groupe de jeunes crie haut et fort « Nique les juifs, nique ta mère, on est nazis et on est fiers ». C'est pas une excellente chanson. Non, ce n'est pas une excellente chanson. Mais je vous laisse imaginer le traumatisme. Bien des sûr. gens qui étaient dans le wagon à côté, Bien sûr. Et puis les Juifs de France, Bien et sûr. d'autres simplement. Bien sûr. Non, moi, ce qui m'a en découvrant ce cri. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'un discours anti-juif qui était avant tout à fait groupusculaire devient aujourd'hui mainstream. Quand j'ai entendu, et j'ai pas voulu, je voulais pas le citer, je voulais pas l'attaquer personnellement, mais je peux pas ne pas le voir. Quand j'entends Dominique de Villepin, qui est un ancien ministre français, tenir un discours, mais qui relève de l'antisémitisme des années 30. Ils sont partout, ils tiennent les médias, on ne peut plus rien dire. Ça, dans la bouche d'un ancien ministre, ça veut dire que l'antisémitisme est devenu consensuel. Donc, Dominique de Villepin tient un discours antisémite. Ah bah c'est dans mon livre, allez-y, lisez. J'ai pris au mot. Alors, quand je cite, je rigole pas. Je cite à la phrase près. Et je sais à quel propos vous faites allusion. Donc, quand il tient un discours comme celui-là et que ça passe, et que sa carrière continue, parce que dans un monde normal, un type qui dit ça, sa carrière est finie, et que sa carrière continue, ça veut dire, quand les élites disent ça, aller reprocher aux jeunes gens dans le métro de reprendre, souvent des gens qui savent rien du Proche-Orient, qui n'ont jamais entendu parler de Palestine, et dont la seule motivation c'est de s'en prendre aux Juifs, parce que j'en vois vraiment pas d'autres. Donc vous dites, la faute c'est d'abord au leader qui montre l'exemple aux jeunes. Bien sûr. Le mauvais exemple aux jeunes. Bien sûr, bien sûr. Johannes Farr, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet ouvrage qui, je vais le dire, c'est ambitieux mais est majeur dans votre carrière parce qu'il parle d'un événement qui nous a tous touchés de façon tragique mais que vous commentez à la manière d'un journaliste avec les croquis qui sont à l'image de votre talent. Ça s'appelle Nous vivrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Johannes Farr. Merci au Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui nous a accueillis aujourd'hui pour tourner cette émission. Hélène Corby et Antoine Suaton pour le tournage. Et je rappelle la sortie de cet ouvrage Nous vivrons chez les Arènes. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition sur A24 News.